Bon, alors, où on en est pour l'organisation des Neurostories? Petite check-up. La salle, c'est OK. Les lumières, le son, je pense que c'est OK. La déco, on est bon. Le coach. Olivier, tu sais, comme chaque année, on organise les Neurostories. Donc, est-ce que tu serais disponible? Ah, parfait. C'est super. Ça, c'est bon. Il reste les 5 orateurs à trouver. 5 chercheurs qui ont du temps à consacrer pour faire des petites scénettes et diffuser le savoir. On n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Comment faisait Gabriel? Bon, alors, on va essayer. Bon, on va envoyer 50 emails, avoir des refus. Oui, c'est sympa, mais non, je suis pas dispo à ce moment-là. J'ai aquaponé. Ok. Mais bon, alors là, avec mes réponses et la date, bon, Réjeanne est OK, Benjamin OK, Claire OK, Pascal OK, et Médéric... ah oui, c'est bon, il est dispo. Bon, on est prêt à démarrer. Je vais appeler de façon protocolaire les 2 personnes qui vont vous faire le discours. Francesca Sargolini, directrice de Neuroschool, et Olivier Manzoni, directrice adjoint à la recherche. Directeur. Ouais, merci. On a manqué de répétition, hein. Ouais. Alors, j'ai un texte très protocolaire à vous lire. Mesdames et messieurs les représentants de nos institutions et de nos partenaires, chers collègues, chers étudiants et bien sûr cher public, j'espère que vos cortex préfrontaux sont prêts à chauffer, car maintenant, on commence les Neurostories 2026. Je dois vous dire 2-3 mots sur ce que nous sommes, nous, Neuro-Marseille, c'est l'Institut Neuro-Marseille et Neuroschool. Ça représente à peu près 1 millier de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs, de techniciens, d'étudiants, et donc un bon millier de cerveaux qui tous les jours se creusent la tête pour étudier le cerveau. Et tout ce petit monde, grosso modo, on a 2 objectifs. Notre objectif principal, évidemment, c'est de comprendre l'organe de 1,4 kg, la grosse louche que nous avons là-haut, un machin spongieux, qui par miracle se trouve être sans doute l'organe l'objet le plus complexe de l'univers, en tout cas l'univers connu. Alors bon, c'est un peu vexant de se rendre compte qu'on a un truc super complexe dans la tête quand on est moi et qu'on met 20 minutes par jour pour trouver ses clés, savoir où on a mis le téléphone. Je suis descendu tout à l'heure, j'ai oublié les clés de la voiture, je suis remonté, voilà. Peu importe. En tout cas, on étudie le cerveau. La deuxième chose qu'on fait, et pour nous c'est vraiment très important à Neuro-Marseille, Neuroschool, c'est vous transmettre nos recherches et partager avec vous, et sans vous donner une migraine qui ne serait pas nécessaire. Donc c'est l'objectif de cette soirée, c'est de partager notre science autrement, avec une rigueur scientifique bien sûr, et on espère un peu de légèreté. Et je vais laisser la parole à ma collègue, Francesca. Merci Olivier. Aujourd'hui, donc, on va avoir 5 orateurs, 5 chercheurs de renommée internationale. Et alors, ce n'est pas pour rigoler, ce sont vraiment des très bons chercheurs connus de partout dans le monde, jusqu'à l'ESTAC même après. Ouais. Et ils vont vous parler de leur recherche, mais d'une manière avec un exercice un peu particulier, que c'est pas forcément quelque chose avec lequel ils sont habitués, avec légèreté, avec un peu d'humour, avec beaucoup d'histoire. Donc c'est pas la manière scientifique auquel on est habitué de parler. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier tout cela et toute cette belle organisation. Alors, avant de solliciter sérieusement vos neurones, je pense qu'il faut qu'on remercie l'équipe qui a préparé tout cet événement, toutes les équipes, les partenaires, les bénévoles, les membres de la communauté Neuro-Marseille qui rendent cette soirée possible. Et bien sûr, un immense merci à vous, le public. Donc on va tous s'applaudir et on va passer un bon moment à partir de maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 7e édition des Neurostories. C'est un plaisir de vous accueillir ici ce soir ou bien chez vous derrière vos écrans d'ordinateur. Ce soir, 5 chercheurs sont sur scène pour partager avec vous leurs recherches. Élodie à la régie, est-ce que vous me recevez ?
Je fonce dans le cerveau voir ce qui se passe. Cerveau, tu me reçois? 1, 2, je répète. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, ça ne répond pas. Louise? Loulou? Il semblerait que la communication soit coupée, il faut qu'on reprenne l'antenne. Comment on va faire pour présenter la 7e édition des Neurostories? Et non, ne panique pas. Évidemment, tu n'as aucun retour, tout est coupé. Bon, procédons méthodiquement, il doit bien y avoir une solution. On va déjà essayer de comprendre comment la communication fonctionne à tous les niveaux. On va tenter déjà de rétablir l'écran. Louise, tu as un retour, c'est bon? Ah, il se passe quoi encore? Bon, Louise, je pars chercher de l'aide. Bah t'es qui toi? Tu fais quoi ici? Bonjour, moi je suis Réjeanne Rua, je suis chef d'équipe au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. On est où là? Là on est aux frontières du cerveau, dans les méninges. Les méninges, parfait. C'est exactement ce que je cherchais, le problème vient peut-être d'ici. Pendant que je rétablis le courant, tu fais quoi toi dans la vie, Réjeanne? La version simple, je suis chercheuse en neuroimmunologie. En réalité, j'étudie comment le système immunitaire et le cerveau communiquent. Alors le système immunitaire, c'est le système de défense de notre corps. C'est lui qui nous protège contre les microbes, qui réagit quand on se blesse, qui déclenche une inflammation. Bref, c'est notre système de sécurité. Et moi, j'étudie comment ce système dialogue avec le cerveau. Et ceci grâce à des cellules qui sont à la surface du cerveau, dans les méninges. Donc ce que je vais vous raconter ce soir, c'est effectivement cette histoire de communication aux frontières du cerveau. Parce que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le cerveau ne vit pas isolé de ce système de défense. Il interagit en permanence avec lui. Et une grande partie de cette conversation se passe à sa surface, dans les méninges. Bon, alors les méninges, c'est pas forcément ce qui intéresse les neuroscientifiques à la base, qui préfèrent les neurones, les synapses, mais pas vraiment les enveloppes qui les entourent. Donc oui, j'ai construit ma carrière sur quelque chose que personne ne trouvait vraiment sexy au départ. Mais j'avais pas prévu de consacrer ma vie aux méninges. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était les virus. En fait, des virus transmis du singe à l'homme. Des cousins du VIH, quoi. Bon, c'est pas le genre de phrase qui rassure en soirée. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était la transmission. Et surtout, comment notre corps répond au virus. Alors, en 2014, je pars aux États-Unis. Et là, je découvre la magie de l'imagerie intravitale. Pouvoir observer en direct des cellules se battre contre les virus. Alors, les cellules qui m'intéressaient le plus à l'époque, c'était les macrophages. Alors, je vous rassure, c'est le seul gros mot de la soirée. Réjeanne? Oui? Attends, je pense qu'on a le retour visuel. Ah parfait. Alors, les macrophages, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de connaître « Il était une fois la vie », ça ressemble à ça. Mais sinon, dans la réalité, un macrophage, c'est plutôt comme ça. En fait, c'est une grosse cellule du système immunitaire qui capture les bactéries et les digère pour nous en protéger. Et donc, du coup, je me suis demandé, ces macrophages, où sont-ils? Et on s'est rendu compte que la plupart des cellules immunitaires qui protègent le cerveau ne sont pas en fait dans le cerveau lui-même, mais à sa surface, dans les méninges. Et là, je me suis dit, oh là là, on est passé à côté d'un truc énorme. Spoiler, oui. Parce que comme je vous le disais, quand on pense au cerveau, on imagine les neurones, les émotions, la cognition. Et on ne pense pas trop aux méninges qui les entourent.
En fait, pendant longtemps, les méninges, on a considéré ça comme une simple protection mécanique, une espèce de papier bulle. Mais en regardant de plus près, on s'est rendu compte que les méninges sont remplis de cellules immunitaires, dont mes préférés, les macrophages méningés. Et donc, dans mon laboratoire, on s'est demandé, est-ce que ces macrophages sont importants pour nous protéger contre les infections? Et on s'est rendu compte que oui, ils sont vraiment positionnés de manière stratégique pour capturer les microbes avant même qu'ils pénètrent dans le cerveau. C'est un peu les physios de la boîte de nuit, en mode « toi, tu rentres, et toi, non, tu rentres pas ». Mais c'est pas tout. Pendant une infection, des cellules immunitaires arrivent en renfort. Eux, c'est un peu les gros bras, les videurs de la boîte de nuit. Et d'où viennent ces cellules? Pendant longtemps, on pensait qu'elles venaient du sang. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces cellules vient de la moelle osseuse du crâne. Et oui, votre crâne n'est pas juste une boîte, c'est aussi une réserve de cellules immunitaires. Et les macrophages, ils passent pas leur temps tranquille au bord du cerveau à attendre que les virus arrivent. En fait, on s'est rendu compte que même en absence d'infection, les macrophages sont très actifs et ils participent à la construction du cerveau. En fait, pendant les premières années de vie, le cerveau est en plein remaniement. Les neurones migrent, les synapses se forment, c'est un chantier gigantesque. Et les macrophages sécrètent des molécules qui participent et qui aident à cette réorganisation. Donc en fait, ce n'est pas juste les éboueurs et les physios, mais c'est aussi des architectes. Et ça, en fait, depuis le plus jeune âge. Parce que pendant la grossesse ou pendant les premières années de vie, une infection ou une inflammation peut être associée à un risque accru de maladies neurodéveloppementales, comme l'autisme ou la schizophrénie. En fait, une inflammation au bord du cerveau peut avoir un impact à long terme sur la cognition. Et nos macrophages dans tout ça, ils font tout leur possible pour limiter l'inflammation et aider le cerveau en construction, même en cas d'infection. Donc en fait, les méninges, ce n'est pas juste les enveloppes du cerveau, mais c'est aussi un centre de décision qui régule l'inflammation et la construction du cerveau. Voilà, donc avec toutes ces recherches, on travaille maintenant avec des cliniciens et des médecins pour savoir si ces macrophages méningés sont aussi impliqués dans diverses pathologies humaines, comme l'autisme, mais aussi Alzheimer, les glioblastomes, les accidents vasculaires cérébraux. Et l'idée est simple, si ces macrophages peuvent aider le cerveau, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu renforcer leur rôle de soutien et de protection? Bon, alors je ne vais pas vous annoncer qu'on a de suite le produit miracle, mais on commence de plus en plus à comprendre comment les choses fonctionnent. Et ça, c'est vraiment une première étape avant le passage en clinique. Voilà, donc tout ça, c'est les questions qui me tiennent éveillée la nuit. Enfin, ça et les demandes de financement de projets européens. Parce que oui, moi aussi, je suis à la frontière entre deux mondes. Le monde de la recherche, puisque je suis chercheuse en neuroimmunologie, mais aussi la gestion d'une équipe. Et croyez-moi, monter une équipe de recherche, c'est un sport extrême. C'est un mélange d'adrénaline, de passion, de tableur Excel. Et oui, il faut faire des demandes de financement, recruter des étudiants, heureusement, brillants, mais accepter aussi que des expériences ratent magistralement et recommencer. Parce que oui, derrière la science, il y a des doutes, des idées complètement folles, des hypothèses qui s'effondrent, des expériences qui décident de rater juste le vendredi soir. Mais aussi des succès qu'on fête, et on ne se lasse pas de tenter toutes les nouvelles tartes de la boulangerie. Donc oui, mon équipe et mes collaborateurs, c'est vraiment des gens incroyables. Sans eux, on n'aurait rien découvert. Donc pour moi, la science, c'est une aventure humaine avant tout. Et au final, en passant des virus aux macrophages méningés, en passant des infections à la cognition, je me suis rendu compte d'une chose, les frontières sont toujours des endroits passionnants.
Ok, donc le système immunitaire, c'est bon, ça a l'air de marcher. Louise, tu m'entends? Je vais essayer de remettre le contact. Oh non, attends. Non, temps mort. Ouais, ici. On t'entend pas en fait. Non, on n'entend pas. Ça marche pas. Bon, on va y arriver. J'ai quand même l'impression que notre ligne principale ne fonctionne toujours pas. Il va falloir passer par un autre canal. Louise, tu m'appelles le service du toucher, s'il te plaît? Ouais, j'ai besoin d'un expert de la communication cerveau touché. Hein? Qui ça? Benjamin Mathieu? Bah, vas-y, ouais, envoie-le. En 1812, Louis, il a 3 ans. Et Louis, il habite un village charmant qui s'appelle Couvray. Et je suis certain qu'une grande majorité d'entre vous connaissent Couvray. Parce que Couvray, c'est l'endroit où il y a les hôtels de Disneyland Paris. Bon. Et à Couvray, Louis, il est curieux. Il traîne souvent dans l'atelier de son père. Son père, il est bourrelier. Alors un bourrelier, c'est un artisan qui travaille le cuir pour créer des équipements pour les chevaux, notamment. Et Louis, il joue, il explore. Et un jour, il se blesse avec un outil. Et Louis braille. Et il devient aveugle. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle commence. À 16 ans, il invente un système de lecture et d'écriture tactile. Ce système est constitué uniquement de 6 points en relief. Grâce à ces 6 points, Louis va écrire des phrases, des équations mathématiques et même des partitions de musique. Ce système révolutionnaire, c'est bien sûr le braille. Aujourd'hui, le braille est utilisé dans plus de 141 pays à travers le monde. Et pour lire le braille, il faut posséder une chose essentielle, des doigts. Parce que pas de doigts, pas de braille. Et il me semble qu'une grande majorité d'entre vous possède des doigts. Je vais donc vous inviter à vivre une expérience exceptionnelle. Lire sans voir. Pour cela, je vais vous demander effectivement de récupérer le petit papier blanc qu'on vous a distribué à l'entrée. Une fois que vous avez récupéré le petit papier, vous levez la main pour me l'indiquer, s'il vous plaît. Mathieu, Benjamin, pardon, tu les verras pas en fait s'il lève la main. Oh, ouais, bon. Écoutez, alors je pars du principe que c'est bon. Alors, maintenant je vais vous demander de choisir l'un de vos index, le gauche, le droit, peu importe. Vous allez placer le bout de votre index sur la première lettre en braille qui est indiquée par la marque orange. Le braille se lit de gauche à droite, comme n'importe quel texte imprimé. La marque orange doit donc être à gauche. Une fois que vous avez positionné votre index, vous devez fermer les yeux. C'est vraiment très important que vous gardiez les yeux fermés. Je vous rassure, il n'y a pas de pickpocket. Le seul qui s'en rapproche, c'est mon chien, mais lui, c'est plutôt un pick-croquette. Bon, allez, assez déconné, on ferme les yeux et on m'écoute. Donc, sous notre doigt, on sent 4 points. Je ne sais pas si vous les sentez, mais vous devez certainement ressentir une grosse tache. Mais je vous l'assure, il y a bien 4 points. Et ces 4 points correspondent à la lettre N. N comme dans « n'ouvrez surtout pas les yeux ». Maintenant, on décale notre index sur la droite. Et là, on va sentir 2 points. Vous les sentez, ces 2 points qui descendent en diagonale? Il s'agit de la lettre E. On continue, on garde les yeux fermés, et on décale notre index sur la droite. Là, on arrive à une nouvelle lettre. On a 1 point en haut et 2 points côte à côte en bas. C'est la lettre U. On continue, on garde les yeux fermés, on décale notre index sur la droite, et là, on va sentir une genre de forme comme dans Tetris. Ça fait comme un T couché. C'est le R. En braille, le T, c'est le R, contrairement à Marseille, où le J, c'est le S. Bon, fin des explications, vous pouvez réouvrir les yeux. Sur notre peau, comme sur l'ensemble de nos doigts et sur l'ensemble de notre peau, nous possédons des récepteurs tactiles. Ces récepteurs tactiles s'appellent les mécanorécepteurs. Et c'est grâce à ces mécanorécepteurs que nous pouvons détecter le braille. L'information tactile est donc transmise de nos doigts jusqu'à notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui va donner du sens, déchiffrer ces points braille. Alors, chaque point braille que vous venez de toucher mesure 1,5 mm de diamètre. Notre sens du toucher est donc très précis, mais pas que. Notre sens du toucher a aussi un rôle plus émotionnel.
Dimanche dernier, j'étais au repas de famille et j'étais en train de chercher mon couteau avec ma main droite lorsque ma main elle a rencontré une texture immonde. C'était froid, c'était rugueux, et en une fraction de seconde, mon cerveau il s'est dit « je déteste ce que je suis en train de toucher ». C'était la main de ma belle-mère. Donc par un simple contact tactile, notre sens du toucher peut ressentir une émotion allant du rejet au plaisir. Et on sait que le plaisir semble être un moteur puissant de l'apprentissage. Lorsqu'on réalise une tâche dans laquelle on prend plaisir, on active les circuits de la récompense dans notre cerveau. Et donc, on est plus attentif, plus motivé, et on apprend mieux. Je suis donc parti de ce constat afin de me poser une question assez simple. Est-ce que le plaisir du toucher facilite l'apprentissage du braille ? Pour répondre à cette question, j'ai parcouru la France entière, de Cassis à l'Estac. Et toute cette aventure dans le but ultime de recruter des participants déficients visuels, lecteurs de braille, plus connus sous le nom de braillistes. J'ai donc demandé à ces braillistes de lire du braille sur différents types de surfaces. Du papier, de l'alu, du vinyle, du PVC, du bois. Et j'ai même pensé à leur faire lire du braille sur du papier de verre. Alors, pour les moins bricoleurs d'entre vous, le papier de verre sert à poncer n'importe quel type de surface. Je vous laisse donc imaginer les dégâts, les conséquences physiques que du papier de verre peut engendrer sur des petits doigts fragiles. Et bien sûr, pas de doigts, pas de braille. Donc, mes participants lisaient du braille et moi j'ai enregistré leur performance de lecture et leur ressenti émotionnel. Pour leur performance de lecture, je me suis concentré sur 3 choses. 1. La vitesse de lecture. 2. Le nombre d'erreurs de lecture. Et 3. La compréhension de lecture. Car oui, messieurs, dames, lire vite, c'est bien. Mais comprendre ce qu'on vient de lire, c'est mieux. Et pour le ressenti émotionnel, j'ai utilisé une échelle de plaisir allant de 0 à 100. 0 correspond à « j'ai détesté lire sur cette surface », la main de ma belle-mère. 100 correspond à « j'ai adoré lire sur cette surface », la fille de ma belle-mère. J'ai donc pu directement relier performance et plaisir. Alors, sorti de son contexte, il est vrai que cette phrase est assez ambiguë. Et les résultats que j'ai obtenus sont fascinants, car ils mettent en évidence que le plaisir tactile améliore l'apprentissage du braille. Et le papier préféré de mes participants, le support préféré de mes participants, c'est le papier. Et le pire, c'est l'aluminium. Parce que lorsque vous lisez du braille sur de l'aluminium, il va y avoir un phénomène de stick and slip. Dit en bon français, stick and slip, c'est ça colle, ça glisse. Ça colle, ça glisse. Ça colle, ça glisse. C'est donc désagréable de lire. Donc, j'ai montré que le plaisir tactile module notre comportement de lecture. Mais est-ce qu'il engendre également un impact sur notre cerveau ? Alors, imaginez notre cerveau comme une carte. Cette carte s'appelle le cortex. Notre cortex est divisé en plusieurs zones. Il y a une zone qui gère le mouvement, une autre zone qui gère le langage, et d'autres zones qui gèrent nos sens. Finalement, notre cerveau, c'est un peu comme une carte de France, où chaque ville a sa spécialité. À Toulouse, la chocolatine. À Marseille, la bouillabaisse. À Paris, l'impolitesse. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez que le champion du monde 2026 de la bouillabaisse, il est marseillais, et il s'appelle comme moi, Benjamin Mathieu. Incroyable. Bon, et dans le cerveau d'une personne voyante, un moldu, les informations visuelles sont traitées par le cortex visuel. Et les informations tactiles sont traitées par le cortex somatosensoriel. Mais, chez une personne aveugle, quelque chose de fascinant va se produire lorsqu'elle lise du braille, car il va y avoir à la fois une activation du cortex somatosensoriel et une activation du cortex visuel. C'est-à-dire que la zone qui traite normalement la vision se met à traiter des informations tactiles. Et ça, c'est beau. Ce phénomène de réorganisation de notre cerveau s'appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire que lorsqu'une zone est moins utilisée dans notre cerveau, elle ne va pas être inactive, elle va être réutilisée par d'autres fonctions. Dans notre cas présent, chez une personne aveugle, ce sont les informations tactiles qui vont venir coloniser, occuper le cortex visuel. Notre cerveau ne voit donc plus avec nos yeux, il voit avec nos doigts. Ça, c'est ma phrase préférée pour pécho. Donc, si le sens du toucher module notre cerveau, joue un rôle dans la neuroplasticité, on peut imaginer que la façon dont on touche, et notamment le plaisir qu'on prend en touchant,
module également cette neuroplasticité. Autrement dit, si le plaisir tactile modifie notre comportement, il pourrait également modifier notre cerveau. En 1952, c'est-à-dire 100 ans après sa mort, Louis Braille a été transféré au Panthéon afin d'honorer son génie. Mais une partie de son corps est restée à Coupvray, dans son village natal. Ses mains. Et sur ses mains, il y a des doigts. Et désormais, vous le savez, pas de doigts? Non, pas de chocolat. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Benjamin Mathieu. Alors, mon père n'est pas bourrelier. Je ne suis pas non plus champion du monde de bouillabaisse, ou du moins pas encore. Mais, tout comme Louis Braille, je perds la vue. Je perds la vue à cause d'une maladie visuelle qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Mais, tout comme Louis Braille, mon histoire ne s'arrête pas là. Elle commence. C'est quand même dingue. On peut voir avec nos mains et donc communiquer avec le monde grâce à cet incroyable sens qu'est le toucher. Bon, revenons à nos moutons. Louise, tu es toujours là? Je vais essayer de rétablir la communication. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 7e édition de Roast. Ok, bon. Déjà, je m'entends. On est sur la bonne voie. Louise? Ça va? Waouh, incroyable cette explosion. Quoi? Tu me reconnais pas, Louise? Bah oui, c'est moi, Élodie. Trop marrant. Je pense qu'il y a des aires dans le cerveau qui doivent traiter spécifiquement les informations auditives. Bah, tu sais quoi? Appelle-nous Pascal Belin, notre expert audition, s'il te plaît. Il pourra sûrement nous en dire plus sur le sujet. Aucun des sons que vous venez d'entendre n'était de la parole. Pourtant, vous avez toutes et tous pu en extraire une grande richesse d'informations. La première information que vous avez pu percevoir de ces sons, peut-être la plus primordiale, c'est que c'était des voix humaines. Des sons produits par l'appareil vocal d'un autre individu de votre espèce. Ça peut paraître anodin. Dans notre monde rempli de voix, on entend tous les jours des milliers. Mais si vous êtes perdu en forêt ou en montagne, entendre une voix humaine peut vous sauver la vie. Au-delà, vous avez pu percevoir bien d'autres informations sur cette personne, des indices sur cette personne. Par exemple, levez la main si vous pensez qu'il s'agissait d'un homme. D'une femme? Si vous ne savez pas, bravo. Autre exemple. Est-ce que selon vous, cette voix provenait d'un adulte? D'un bébé? Si vous ne savez pas, bravo, vous êtes tous très bons. Dernier exemple. Est-ce que selon vous, c'était un cri de joie? Un cri de peur? Ouais, vous êtes tous excellents. Très bonne audience. Ceci dit, si vous avez eu quelques problèmes avec ces tests, si vous avez des problèmes des fois à reconnaître votre mère ou votre fils au téléphone, s'il vous plaît, venez me voir après le show, on cherche des patients pour nos expériences. Bref, même sans aucun mot, même dans des sons très courts, nous sommes tous capables d'extraire énormément d'indices de la voix des personnes. La voix est bien plus que juste le support de la parole, c'est un véritable visage auditif que nous sommes toutes et tous experts à décoder. Alors,
qu'est-ce qui nous rend si experts en voix? Il se trouve que vous avez toutes et tous, dans le cerveau, des aires de la voix. Des régions apparemment spécialisées dans l'analyse de cette catégorie bien particulière de sons, les voix humaines. Pour mettre en évidence ces régions, les chercheurs utilisent une technique qui s'appelle l'IRM fonctionnel. Imagine, on vous allonge dans un étroit tunnel au sein d'un énorme aimant qui génère un champ magnétique 10 000 fois plus fort que celui de la Terre. Et rassurez-vous, on sent presque rien. On entend juste des sons étranges qui viennent des vibrations de l'aimant et qui permettent de mesurer votre activité cérébrale sans avoir rien besoin de vous injecter. Car nous avons tous et toutes dans le sang une molécule bien particulière qui, selon qu'elle porte ou non des molécules d'oxygène, a des propriétés magnétiques différentes. Il s'agit de l'hémoglobine. Si vous n'en avez pas, venez me voir à la fin du show. Grâce à l'hémoglobine, on est capable de mesurer très précisément l'oxygénation de votre cerveau, qui est un index indirect de l'activité de vos neurones. Une fois que vous êtes installé dans cet étroit tunnel, on vous équipe avec un casque et on vous présente toute une variété de sons divisés en deux catégories bien distinctes. La première catégorie, des sons de voix de plein de personnes différentes, qui parlent des langages différents, ou qui toussent, qui pleurent, qui crient, qui rient. Bref, toute une variété de sons, mais qui sont clairement reconnaissables, comme de la voix. Comme comparaison, comme catégorie contrôle, on utilise des sons tout aussi complexes, tout aussi variés, mais des sons naturels, des sons industriels, comme de la pluie, du vent. Mais aucun son de voix. Alors, l'IRM fonctionnel met en évidence que tous ces sons activent énormément votre cortex auditif, ces régions de chaque côté du cerveau dans lesquelles l'information auditive arrive. Mais en faisant la comparaison statistique entre la catégorie voix et non-voix, on voit apparaître les aires de la voix, des régions spécialisées qui répondent davantage aux sons de voix qu'aux sons non vocaux. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu ces aires de la voix. J'étais étudiant postdoctoral à l'Institut neurologique de Montréal, le fameux MNI fondé par le grand neurochirurgien Wilder Penfield. Et j'étais en train de regarder avec mon mentor Robert Zatoré les premiers résultats d'une étude qu'on venait de terminer. On essayait de reproduire dans le domaine auditif les résultats récents d'une équipe américaine qui venait de découvrir les aires des visages, des régions du cortex visuel apparemment spécialisées dans la perception des visages. Et on s'était dit, est-ce que la voix, ce visage auditif, n'aurait pas, elle aussi, ces régions cérébrales dédiées? Et on était assis, tard le soir, au sous-sol du MNI, à regarder les premiers résultats de l'étude. Et en regardant les cartes de différence voix-non-voix, on voit apparaître, participant après participant, des grandes zones d'activation, loin des régions habituelles, qui répondaient plus fortement au son de voix. Toutes ces régions étaient situées, pas dans le cortex auditif primaire, là où on a l'habitude de les voir, mais le long d'une grande région, un des sillons les plus profonds et les plus grands du cerveau, qu'on appelle le sillon temporal supérieur, qui contient dans sa berge supérieure et inférieure une vaste étendue de cortex, qui reste pour la plupart terra incognita. Et là, il me dit, je crois que tu es sur une piste. Et il avait raison, j'y suis toujours 25 ans plus tard. Car nous avons pu publier cette découverte avec plusieurs expériences contrôle pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'un faux résultat, d'une erreur, d'un artefact, dans une revue prestigieuse, Nature. Dans la vraie vie, c'est un peu comme faire la couverture de Time Magazine.
Ça m'a permis d'être vite recruté comme professeur adjoint à l'Université de Montréal, puis comme professeur à l'Université de Glasgow, en Écosse. Et puis, 20 ans plus tard, je suis retourné au pays natal pour y continuer cette recherche, ici, à Aix-Marseille Université. Alors depuis, ces aires de la voix ont été étudiées par des milliers de scientifiques à travers le globe, et ça a donné naissance à un nouveau courant de recherche sur le cerveau vocal et sur les mécanismes neuronaux qui font de chacune et de chacun d'entre vous des experts en voix. On a observé ces aires de la voix chez des milliers d'individus à travers le monde, mais d'individus humains. Est-ce que ces régions sont uniques à l'humain, comme le langage? Après tout, plein d'autres animaux utilisent les voix pour communiquer, pour coordonner leurs activités sociales, particulièrement les primates, qui aussi vivent en grands groupes sociaux. Et leur excellente perception de la voix a été démontrée par plusieurs expériences. Dans l'une d'elles, les chercheurs ont caché dans des buissons un haut-parleur à proximité d'une troupe de babouins femelles dans la savane. Et ils ont joué le son d'un cri de détresse d'un des bébés d'une des femelles qu'ils avaient enregistré avant. En entendant le son, les singes, au lieu de regarder le haut-parleur, ont toutes tourné la tête vers la mère du bébé en question, montrant qu'elles avaient parfaitement reconnu l'identité du bébé et son état de détresse, et qu'elles attendaient de voir comment la mère allait réagir. Nous autres primates, quand on entend une voix, on n'entend pas juste un son, on entend une personne, son identité, son état affectif, son émotion. Rappelez-vous la facilité avec laquelle vous avez interprété les brèves vocalisations du début. Alors, est-ce que les singes ont eux aussi des aires de la voix dans le cerveau? Il se trouve que oui. Nous avons récemment, ici, à l'Université de Montréal, effectué Aix-Marseille Université, une expérience dans laquelle nous avons scanné en IRM fonctionnel des singes macaques et des humains avec exactement le même protocole, de manière à pouvoir les comparer directement. Et nous avons pu mettre en évidence que les singes aussi ont des régions qui sont situées dans des endroits similaires à ceux de l'humain, mais qui préfèrent les vocalisations de macaques par rapport aux autres sons. Des aires de la voix dans le macaque. C'est une découverte cruciale, parce que l'interprétation la plus parcimonieuse de ce résultat, c'est que le dernier ancêtre commun des humains et des macaques, qui était une créature qui a vécu il y a environ 25 millions d'années, devait avoir, sous une forme préliminaire, les précurseurs de ces aires de la voix. Ça implique une longue histoire évolutive du cerveau vocal. Ça veut dire que ces aires de la voix ne sont pas apparues avec nos ancêtres il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'années en même temps que la parole, mais qu'elles ont existé pendant des dizaines de millions d'années. Et ça nous permet de mieux comprendre comment était le cerveau de nos ancêtres quand justement ils ont commencé à utiliser la voix pour porter la parole et le langage qui nous rend uniques au monde. T'as un Sandek, Louise, c'est quand même incroyable ces aires de la voix qui existent depuis plusieurs millions d'années. Hein? De quoi, les bébés? Bah, comment ça marche? Évidemment, les bébés, ils apprennent à parler. Bon, tu sais quoi? Pendant que je continue d'essayer de rétablir le problème, je te laisse écouter Claire Capdebon. Oui, elle travaille au 5e à l'étage du développement. Elle pourra t'expliquer le miracle de l'apprentissage du langage. Alors, je voudrais commencer par vous proposer une petite expérience de pensée. Essayez un instant de vous mettre dans la tête d'un bébé. Un bébé de quelques semaines, quelques mois à peine. Votre vision est peut-être encore un peu floue. Vous distinguez quelques nuances de couleurs aux contours changeants. Différentes formes passent devant vos yeux. Peut-être une tache arrondie contenant quelques éléments un peu plus sombres s'approche de vous. Et une tache blanche et brillante s'étire devant vous. Vous n'avez pas encore de mots pour décrire ce que vous voyez, mais vous apprendrez plus tard que c'est un visage qui vous sourit.
Aujourd'hui, vous êtes au bord de la mer, un jour de Mistral. Les vibrations des sons vous parviennent. Vous entendez de loin un souffle, par intermittence, et par-dessus un vrombissement qui avance, qui repart en arrière, à intervalles réguliers, tantôt puissants, tantôt plus doux. Et puis peut-être quelques cris aigus de loin en loin. Vous n'avez pas... Et puis, au beau milieu de tout cela, vous distinguez une mélodie complexe de sons chauds et mouvants qui monte, qui s'étire, qui se brise. C'est la voix de votre maman. Elle vous parle. Mais vous ne savez pas encore que la parole est constituée de mots qui s'agencent selon des règles bien particulières, qui sont porteurs de sens et qui désignent les 1000 facettes de ces choses qui s'agitent devant votre rétine. Ou encore des choses passées, ou des choses à venir, ou même des choses qu'on ne peut pas voir ou sentir. Vous ne réalisez pas encore toute l'ampleur et la complexité des apprentissages que vous devrez réaliser pour apprendre tout cela. Et bien sûr, sans aucun professeur pour vous indiquer comment faire. Et pourtant, en seulement quelques mois, tous les bébés de toutes les cultures découvrent un formidable outil qui sera le fondement majeur de leur compréhension du monde, le langage. Alors comment font-ils ? Essayez maintenant de vous mettre dans la tête d'un chercheur qui aimerait comprendre comment un bébé apprend sa langue maternelle. Alors évidemment, vous pourriez avoir envie de demander à ce bébé s'il perçoit les différences entre sa langue maternelle et une langue étrangère, ou bien s'il reconnaît la voix de sa maman par rapport à la voix d'une autre femme. Mais comment lui demander ? Il ne vous comprend pas encore, bien sûr, et puis de toute façon, il ne pourrait pas vous répondre. Et surtout, il n'a pas de temps à perdre. Votre étude ne peut durer que quelques minutes. Alors il faut ruser. Les chercheurs ont imaginé des dispositifs permettant de mesurer l'intérêt du bébé en réponse à une stimulation visuelle ou sonore. Et chez des bébés de 1 à 2 jours, par exemple, donc des nouveau-nés, on va leur présenter différents types de sons et on va simplement mesurer le temps que les bébés passent à écouter ces sons avant de s'intéresser à autre chose. On peut ainsi montrer que des bébés, donc des nouveau-nés, d'1 ou 2 jours, préfèrent écouter un enregistrement de paroles plutôt qu'un enregistrement de battements cardiaques, par exemple. Et plus intéressant encore, des nouveau-nés de parents francophones préfèrent écouter du français plutôt que de l'anglais, et inversement pour des nouveau-nés de parents anglophones. Autrement dit, dès la naissance, le bébé préfère sa langue maternelle, il la reconnaît en comparaison à une autre langue, et il est capable de s'orienter spécifiquement vers la parole. Ce qui nous révèle 2 choses. D'une part, l'apprentissage du langage commence avant la naissance, in utero, dans le ventre de la mère. Et d'autre part, le système attentionnel du nouveau-né lui permet, dès ses premières heures de vie, de s'orienter spécifiquement vers sa langue maternelle, ce qui facilitera en retour ses apprentissages et sa découverte du langage. Alors maintenant qu'on sait qu'un bébé, dès ses premières heures de vie, est équipé pour prêter attention à la parole, comment fait-il pour découvrir ses premiers mots ? Car dans la parole, il n'y a ni silence, ni séparation claire entre les mots. Pour un bébé, comme pour nous, quand on écoute une langue étrangère, tout se fond en un flot continu. Alors comment isoler des mots dans ce flot continu ? Les chercheurs ont observé que dans la parole, les syllabes qui se suivent fréquemment sont souvent des mots. Pour un bébé, les syllabes bi, be, ron se suivent fréquemment. Scientifiquement, la probabilité de transition entre bi et be et ron dans l'environnement linguistique d'un bébé est donc très élevée. Donc si les bébés sont capables de calculer ces probabilités de transition entre syllabes, ils devraient pouvoir isoler le mot biberon comme un mot à part entière. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont eu l'idée de créer un langage artificiel, c'est-à-dire une suite continue de syllabes prononcées les unes à la suite des autres,
sans aucune pause ni variation dans la mélodie de la parole. Dans ce flot continu, certaines combinaisons de syllabes sont plus probables que d'autres. Les chercheurs ont donc familiarisé des bébés de 7 mois à ce petit langage pendant seulement quelques minutes, puis ils leur ont présenté des séquences de 3 syllabes, certaines avec des combinaisons de syllabes probables, d'autres avec des combinaisons de syllabes improbables. Et ils ont simplement comparé leur temps d'écoute à ces 2 types de séquences. Et les bébés ont écouté pendant plus longtemps les séquences contenant des combinaisons de syllabes improbables, comme s'ils étaient surpris de ces combinaisons improbables. Ces résultats nous indiquent qu'à 7 mois, le bébé est capable de calculer instinctivement ces transitions de probabilité entre syllabes successives. Il peut donc ainsi isoler ses premiers mots dans son environnement linguistique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le bébé va ensuite associer ces mots à des objets. Et pour cela, j'enregistre directement l'activité de leur cerveau en posant un petit bonnet d'électrode sur leur tête. Ça s'appelle l'électroencéphalographie, ou EEG, et ça mesure l'activité des neurones par simple contact sur le crâne, sans déranger le bébé. Dans notre cerveau, les neurones communiquent entre eux en émettant de petites impulsions électriques. Et lorsque toute une population de neurones émet ces impulsions en même temps, un petit courant va se créer et va pouvoir se propager naturellement à travers le crâne et on pourra le recueillir au niveau de l'EEG. Alors, on sait que le bébé peut rapidement apprendre des associations son-image, mais on ne sait pas très bien comment ça se passe dans le cerveau. J'ai donc créé une étude dans laquelle je présentais à des bébés de 5 mois 2 mots nouveaux, systématiquement suivis d'une image. Par exemple, le son blic était systématiquement suivi de l'image d'un poisson rouge. Et le son dax était systématiquement suivi de l'image d'un petit lion jaune. Grâce à l'EEG, j'ai pu enregistrer les réponses cérébrales des bébés en réponse à ces différentes images. Alors j'ai dans un premier temps vérifié que les bébés faisaient bien la différence entre ces 2 objets, qu'ils percevaient bien que c'était 2 objets distincts. C'est-à-dire que la réponse cérébrale générée par la perception du lion est bien différente de celle générée par la perception du poisson. Et effectivement, dès 200 millisecondes après la présentation de l'image, le bébé, on observe bien des différences dans les réponses cérébrales des bébés entre ces deux conditions. Mais je me suis ensuite intéressée à ce qui se passe pendant l'association mot-image. Le mot est prononcé, puis l'image apparaît 1 seconde après. Et l'EEG nous a révélé que, avant même l'apparition de l'image, le cerveau du bébé commence à anticiper cette image. Quand il entend blic, on observe l'émergence d'une réponse cérébrale qui ressemble à celle générée par la perception du poisson. Et de la même manière, quand le bébé entend dax, il commence à anticiper la présentation du petit lion jaune. Ces résultats nous indiquent qu'à 5 mois, le bébé est capable d'anticiper les éléments de son environnement. Et il suggère même qu'à cet âge-là, les mots commencent à évoquer des images mentales des objets auxquels ils sont associés. Alors ce que je trouve vraiment touchant, c'est la manière dont nous, adultes, nous nous mettons instinctivement au niveau d'un bébé. On s'attendrit, on ralentit, notre voix devient plus chantante, on fait des gazouillis. Ces intonations exagérées permettent d'attirer l'attention du bébé et d'amorcer l'acquisition du langage, mais on en oublie aussi parfois que derrière ces petits visages attendrissants se cachent en fait des cerveaux surpuissants qui calculent, qui font des statistiques, qui anticipent, qui intègrent en permanence et avec une efficacité redoutable. Pour vous donner un ordre de grandeur, il a fallu faire ingurgiter plus de 500 milliards de mots et consommer des milliers de mégawattheures à un algorithme comme ChatGPT pour qu'il apprenne à parler. Le bébé, lui, avec son petit cerveau,
qui consomme l'équivalent d'une petite ampoule, maîtrise les règles complexes de sa langue maternelle en seulement 3 ans. Ces premiers apprentissages dans les premières années de vie sont cruciaux. Et c'est à nous, adultes, de parler aux bébés, de leur lire des histoires, de leur chanter des chansons, de leur offrir un environnement riche en mots, en interactions. Ces moments partagés vont construire leur développement et leur capacité à comprendre le monde. Et aujourd'hui, grâce à la science, on peut mieux comprendre le fonctionnement des bébés. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Alors si vous voulez participer à cette aventure scientifique et mieux comprendre les bébés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au Labo des Minots, ici à Marseille. Ensemble, apprenons à nous mettre dans la tête d'un bébé. Merci. Bon, bah tu vois, Louise, je te l'avais dit, tout s'apprend. Bon, on va voir si d'être reparti des bases de l'apprentissage, ça a réglé notre problème. Vas-y, Louise, envoie, s'il te plaît. Oh Mino, oh Bouleg, Aya, la 7e édition des Neurostories, c'est parti, c'est la bombe. Sans déconner, viens te caler tranquille dans un fauteuil, méfie que des gants ton boucan et ouvre grand tes esgourdes. Ce soir, on va te mettre tarpin bien, tu connais. Allez, tiens, tigre, tiens, fais-moi un boucan pour nos 5 chercheurs. Bon, j'ai envie de dire, on progresse, il y a du mieux, mais il y a quand même encore quelques petits réglages à faire. Je suis pas sûre que tout le monde ait compris notre charabia. Bon, je pense qu'il nous reste un dernier recours pour essayer de rétablir la communication. Louise, tu m'envoies Médéric Gasquet-Cyrus, s'il te plaît. Avec un peu de chance, il pourra traduire notre message. Bonsoir. D'abord, j'ai une question pour vous. Qui, dans la salle, n'a pas d'accent? Levez la main. Là, j'en vois là-bas, au fond, ok. Eh bien, vous êtes de braves menteurs. Parce que tout le monde a un accent. D'abord, qu'est-ce que c'est un accent? Et puis, pourquoi on travaille sur les accents? Et comment on travaille sur les accents? Et je vous en pose des questions, moi. Oui, justement, je vous en pose et je vais essayer d'y répondre. Alors, la première chose à faire quand on travaille sur les accents, c'est de définir la chose. Alors ça, c'est un peu pareil dans toutes les sciences, on cherche à définir le concept. Le problème, c'est que l'accent a cette particularité, c'est que c'est un mot de sens commun. C'est-à-dire que dans la plupart des langues du monde, tout le monde utilise ce mot. Par exemple, on va dire qu'on a un accent fort ou chantant, agressif ou élégant, moche ou charmant, ou alors léger ou à couper au couteau, vous voyez. Ou alors on va parler d'accent marseillais, québécois, corse. On va avoir un accent anglais, américain ou états-unien, c'est pas pareil. On pourrait avoir un accent étranger, on pourra avoir un accent des banlieues, de cités, de quartiers, accent racaille, ou pire, accent parisien. On pourrait parler parfois aussi d'accent suisse, d'accent belge, ce qui est très bizarre. Et alors le pire, c'est quand on est sur de grosses généralisations racistes, parler d'accent africain. Je vous rappelle que l'Afrique est un continent et qu'on ne parle pas d'accent européen. Donc ça, c'est un premier problème qui se passe. Tout le monde a un avis, finalement. C'est un peu, si vous voulez, comme à l'OM. Tout le monde a un avis sur la compo et sur la stratégie à avoir. Et on a vu ce que ça a donné cette année. Alors que, finalement, ce n'est pas toujours le cas pour des termes scientifiques de linguistique. Par exemple, on me dit rarement « Oh là là, mais vos phonèmes sont ensoleillés » ou alors « Ah, mais quand j'entends vos morphèmes, j'entends les cigales et les vacances. » Oui, ce genre de choses. Voilà. « Mais j'adore votre courbe prosodique. » Ou bien « Mais d'où viennent ces charmants clusters consonantiques ?» Ou alors « J'adore votre R uvulaire. » Non, on ne dit pas ça. Oui, mais accent, tout le monde l'emploie. Alors, il faut définir la chose. Définition de l'accent. On peut définir l'accent en sociolinguistique comme un ensemble de traits de prononciation qui affectent les voyelles, les consonnes ou la prosodie. Alors la prosodie, c'est l'intensité, la durée ou la mélodie, si vous voulez, de la voix, et qui permettent d'identifier le profil de la personne qui les emploie. Ça, c'est une définition de ma collègue Maria Candéa. Je relis, qui permettent d'identifier le profil de la personne qui les emploie. Ben oui, mais ou pas.
Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Si, par exemple, quelqu'un vous dit le mardi, c'est un petit peu difficile », il y a de fortes chances que cette personne ne vienne pas de l'Estac, de Bastia ou de Dakar. Vous voyez, bon. Et si moi je vous dis, à un moment donné, il faut prendre la voiture, acheter le pain à la rose. Là aussi, il y a de fortes chances que je ne vienne pas de Yaoundé, du 16e arrondissement de Paris ou je sais pas, de Bruxelles. Oui, je dis bien Bruxelles, on dit Bruxelles ici, pas Bruxelles. Voilà. Donc ça, le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à savoir d'où vient une personne. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à identifier son accent, ou bien parce que cette personne n'a pas... De quoi ? Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Tout le monde a l'accent, vous écoutez pas ou quoi ? Bon, on y reviendra sur ça, sur le j'ai pas d'accent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accent ? C'est d'abord un phénomène de production et de perception. Production, pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait un accent, il faut qu'il y ait du son. Okay ? Ce son, il est produit par l'appareil phonatoire, c'est-à-dire tous les organes qui sont mobilisés pour justement produire cette voix, on en a parlé, produire ce son. Alors ça commence par les poumons qui vont agir comme un soufflet, comme ça, qui vont expulser de l'air, qui va passer par tout un conduit, qui va aller jusqu'aux lèvres, où ça va sortir, et ça passe par plein d'endroits. Ça passe par les cordes vocales qui vibrent ou pas, comme ça. Ça passe par la glotte, ça passe par le palais mou, par le palais dur, parce que oui, on a un palais mou et un palais dur, par les alvéoles, par les dents aussi, par la position de la langue, bref, et après ça sort par les lèvres. Voilà, donc ça, c'est ce flux d'air. Ce flux d'air, il est plus ou moins façonné, plus ou moins perturbé sur son chemin par des mouvements. Donc on va avoir des frictions, on va avoir des comme ça. Et donc tout ceci va donner un flux d'air qui va être modulé et qui va sortir pour arriver où ? Dans l'oreille de quelqu'un. Cette vibration de l'air va arriver dans l'oreille de quelqu'un et ça va forcément passer par le cerveau. Il me semble qu'il y a quelques spécialistes du cerveau dans la salle. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'on en a un petit peu parlé. Donc vous voyez bien le chemin après. Donc ça arrive dans le cerveau, et là le cerveau va décoder en fonction du système phonologique. Le système phonologique, c'est l'agencement des sons de notre langue qui font que notre langue, elle est spécifique. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir percevoir un accent, encore faut-il avoir quelques notions dans la langue. Parce que si vous écoutez pour la première fois quelqu'un qui parle, je ne sais pas moi, basque, swahili ou quechua, quechua qui n'est pas qu'une veste de Joule, hein, c'est une langue. Hein. Donc si vous entendez ça pour la première fois, vous allez dire, cette personne parle une langue, je ne connais pas, mais vous ne savez pas si elle a l'accent du nord, du sud, vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne savez pas, elle parle un accent. Donc il faut avoir au moins quelques rudiments. Si par exemple vous entendez, vous avez quelques notions en anglais, vous vous dites, ok, cette personne, elle parle anglais, mais je sens qu'elle a un accent un peu particulier ou bizarre. Et là, vous dites, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, en Angleterre, c'est en Californie, Écosse, Pays de Galles, etc. Donc vous commencez à pouvoir faire une première chose. Donc ça, c'était le premier étage de notre modèle, c'est la perception. On perçoit qu'il y a un accent, mais on n'est pas capable d'en dire plus. Le deuxième niveau, c'est la catégorisation. J'entends une personne qui parle, j'entends que cette personne a un accent, et je suis capable, ou je crois être capable, d'identifier cet accent, de le mettre sur une carte. Par exemple, vous dites, cette personne, elle a dit water, elle n'a pas dit water, donc je pense que c'est un anglais. Vous voyez, ça peut marcher. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois ça peut être très précis. Moi, par exemple, je suis capable d'identifier très facilement l'accent d'Aubagne de l'accent de Marseille, l'accent de la plaine de la Joliette, facile ça, et, alors par jour de Grand Mistral, l'accent de l'Estac-Plage de l'Estac-Gare. C'est pas vrai, bien sûr. Ça, on trouve ça chez George Bernard Shaw dans sa pièce Pygmalion qui a donné la comédie musicale My Fair Lady que vous connaissez peut-être. Voilà, donc ça c'est le deuxième étage, la catégorisation. Et le troisième, c'est une fois que j'ai perçu un accent, que je suis capable de l'identifier, je peux avoir des images associées à cet accent, des représentations. Par exemple, j'entends un accent toulousain, je veux dire, c'est un accent sympa, ça m'évoque le rugby, le cassoulet, tout ça. Marseille, voilà, ça m'évoque le soleil, les cigales, la lavande, le pastis, la bouillabaisse, on l'a dit tout à l'heure, et puis d'autres choses qui vont avec, c'est un peu des feignants, c'est un peu des grosses bouches, des Marseillais, bon bref, voilà, même quand ils sont en Eurostories, bon voilà. Et donc, on peut avoir ces clichés-là. Alors par exemple, pour l'accent québécois, on peut imaginer comme ça un gros cliché d'un homme grand avec une chemise à carreaux qui coupe du bois, ou alors... Si on a eu les tickets, c'est l'Indien. C'est l'Indien.
Et puis, ben voilà, si on entend un accent corse, on peut aussi avoir tous les clichés sur la paresse, les feignants, oh doux, etc. Voilà. Et là, on glisse vers quelque chose d'assez dangereux, puisqu'on est sur les représentations sociales, les attitudes, les clichés, les stéréotypes. On glisse vers la glottophobie. La glottophobie, c'est un concept que mon collègue Philippe Blanchet a défini. Je vous lis la définition. Je ne vais pas apprendre les définitions par cœur non plus. Le mépris, donc la glottophobie, c'est le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée, sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises, certaines formes linguistiques, perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langue, et donc des accents, usitées par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Donc oui, c'est de la discrimination. Et la discrimination à l'accent, elle existe. On a des travaux sur le sujet. Alors, elle existe à l'école, par exemple, à l'université. Elle existe à la fac de lettres, à la fac de médecine. Elle existe dans les écoles de journalisme. Elle existe quand on passe les concours, la GREG ou le CAPES. Ça existe aussi dans des recrutements selon les métiers que l'on fait. Puis dans la vie de tous les jours où on peut avoir des remarques sur son accent. Je vous invite d'ailleurs à voir 2 documentaires intéressants sur le sujet. Le premier, c'est Avec ou sans accent de Vincent Dezombre. Ça a été fait en 2016, c'est gratuit sur YouTube. Et le deuxième, en 2026, sorti récemment, Avec l'accent. Bon. Donc quand on est victime, ou qu'on se croit victime de glottophobie, de discrimination à l'accent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on peut en avoir marre d'entendre des remarques, des clichés, etc. Vas-y, redis la rose, redis le pain, c'est rigolo. C'est pas rigolo, à un moment donné, tu vois, il y a autre chose à faire, quoi. Et donc, on peut être amené à vouloir effacer cet accent. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'effacer? Est-ce qu'on peut gommer un accent? Est-ce qu'on peut mettre de côté ces traits qui font partie de notre identité personnelle, sociale, affective? Ça fait partie de notre identité vocale, on l'a vu tout à l'heure avec Pascal Belin. Donc, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est pas qu'on efface, c'est qu'on prend un autre accent. C'est-à-dire qu'on va essayer de parler différemment. On va prendre d'autres traits. Et qu'est-ce qu'on va faire souvent? On va prendre la variété la plus neutre, neutralisée, le standard, c'est-à-dire cette variété qui est nivelée, qui est neutralisée, et lorsque vous l'employez, elle ne permet pas d'identifier votre milieu social ou votre région d'origine. Mais c'est un accent aussi, mais un accent très particulier, que celui de la classe dominante. Alors, comment les chercheurs travaillent-ils sur les accents? La méthode ancienne, c'est d'aller chercher des locuteurs représentatifs. Je travaille sur l'accent marseillais, je vais chercher quelqu'un qui a l'accent marseillais. Alors, aidez-moi, par exemple, si je me dis, tiens, je vais travailler sur l'accent marseillais, quel type de personne je vais aller chercher d'après vous? Qui je vais enregistrer? Donne-moi des exemples. Un bouliste, ouais. Poissonnière, oui. Qui d'autre? Un gars du virage. Pourquoi pas du virage sud, monsieur? Moi, je suis au virage sud, ça vous intéresse pas? Bon, c'est pas grave. Bon, vous avez compris, poissonnière, bouliste, supporter de l'OM, on est évidemment en plein dans les clichés. Nana la poissonnière, c'était le cliché par excellence, paix à son âme. C'est elle qu'on allait toujours interroger pour faire de l'accent marseillais dans les grands médias. Alors ça c'est bien, parfois des archétypes comme ça, on va dire « Ah, mais l'accent marseillais, c'est l'accent de Pagnol, l'accent de Fernandel, de Rému. » Alors oui, mais l'accent de Pagnol, Fernandel, Rému, c'était il y a un siècle, c'est l'accent d'il y a un siècle. Alors je veux bien qu'on soit nostalgique de ça, mais l'accent d'aujourd'hui, comment il marche cet accent-là? Comment il fonctionne? Parce qu'en plus, il y a plusieurs accents dans Marseille, vous le savez, qui changent en fonction des quartiers, en fonction des générations, en fonction des origines culturelles. On a même un accent de la bourgeoisie marseillaise, vous le connaissez? L'accent jambon, je l'ai entendu. Vous le connaissez l'accent jambon ou pas? Il y en a qui ne le connaissent pas. J'ai le temps de le faire? Je le fais. 2 secondes, parce que c'est une particularité. Alors, l'accent jambon, tu vois, c'est un accent de Marseille qui chante, ça reste méridional, tu vois. Tu as la mélodie, tu as les E, tu dis la Provence, tu vois, ça chante. Mais les voyelles nasales, tu vois, tu les lâches pas trop, faut pas faire trop populaire. Alors tu dis, mais alors les neurostories, c'est charmant, les scientifiques, mais c'est vraiment extraordinaire, tu vois, voilà. Donc voilà, j'ai un petit cabanon au-dessus d'Aix-en-Provence. C'est pas, voilà, ça c'est l'accent jambon, c'est unique, c'est bien marseillais ça. Donc, une minute. Merci, vous êtes charmant. Donc, une minotte de la Rose n'a pas le même accent qu'un avocat de la rue Paradis. Une cagole de la Valentine n'a pas le même accent qu'un patron de bar d'origine corse. Un cac ou des cailloles n'a pas le même accent qu'un ouvrier maghrébin. Et oui, moi aussi, je retombe sur les clichés. C'est ça le problème, c'est qu'on retombe toujours sur ces stéréotypes, sur ces prototypes. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont justement atypiques?
les gens qu'on ne fait jamais entrer dans ces catégories quand on travaille sur les accents. Par exemple, il y a plein de gens à Marseille qui disent « je suis Marseillais, je n'ai pas d'accent ». Et qu'est-ce qu'on en fait? On dit ah ben là, tu ne m'intéresses pas. Ces personnes parlent, elles ont quand même des variations. Donc comment on peut les intégrer? Ou alors vous avez des gens qui ont pris des traits d'autres accents, parce que, peu cher, ils ont dû aller travailler ailleurs, donc ils ont pris des traits de l'accent parisien, de l'accent niçois, etc. Et inversement, des gens qui viennent de Paris qui prennent des traits. Donc tous ces gens qui ont des façons de parler adaptées, qui changent et qui ne sont pas prototypiques, et bien finalement, elles voient leur trait originel changer plus ou moins. On va fermer sa voyelle, allonger telle syllabe, on va perdre un petit peu la taille de notre appendice consonantique nasal-vélaire. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un appendice consonantique nasal-vélaire? Je suis obligé de le dire, sinon vous allez rire comme des couillons. Donc je vous l'explique. C'est quand on dit maman, le pain ou des gueules, vous savez, ce son à la fin comme ça, c'est pas un G, parce que parfois les gens, pour le représenter à l'écrit, ils mettent un G. Oh putain, le pain, dis le pain. On ne dit pas le pain, on dit le pain, maman, c'est bon. Hein, voilà. Et donc ce petit coup de cloche à la fin qu'on entend, c'est pas un gueux, c'est comme si on allait faire un gueux, on allait prononcer le son gueux comme ça. Modernement, on s'arrête. Tu as cru que j'allais faire un gueux, je t'ai feinté. Vous voyez, bon. Et donc, c'est un appendice consonantique nasal-vélaire. Vous allez pouvoir briller en soirée avec ça. Donc, les personnes qui ne sont atypiques, elles ont parfois des accents dits hybrides. C'est-à-dire qu'on a eu un jour, mais vraiment dans un entretien, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai un accent mi-savoyard, mi-marseillais. » Ok. C'est comme tu prends la fondue, tu te rends dans la bouillabaisse. Ça va être un petit peu bizarre comme un truc. Voilà. Ou alors, c'est un camoulox. Et donc ça existe aussi, ces accents existent. Et donc pour essayer d'intégrer ces gens soi-disant atypiques, mais qui font partie de la vie quand même, avec ma collègue Maria Candéa, que j'ai déjà citée, on a lancé un concept qui est le concept de pluriphonie. Alors c'est tout simple, mais ça nous permet de faire plein de choses. La pluriphonie, c'est la coexistence dans le même espace, la même situation ou chez la même personne de différentes variantes de prononciation de la même langue. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder la notion d'accent pour ce côté très stéréotypé. On va dire, ok, l'accent québécois, l'accent toulousain, l'accent corse, l'accent marseillais, on voit à peu près ce que c'est. Mais la réalité, c'est qu'entre tous ces pôles, toutes ces polarités, il y a des façons de parler qui sont très variées, hétérogènes, fluides, complexes. Un coup, on va dire rose, et puis on peut dire la rose aussi, parce qu'on change de situation. Donc toute cette complexité, on l'intègre. Et en plus, on sait une chose, c'est que à Marseille, tout le monde n'a pas le même accent. Si vous prenez par exemple Fernandel Rému, ce n'est pas le même accent qu'Éric Cantona. Patrick Bosso, ce n'est pas le même accent que Soprano. Si vous prenez Akhenaton, ce n'est pas le même accent que Kenny Arcana. Si vous prenez, je ne sais pas qui vous pourrez prendre, si vous prenez Jules, ce n'est pas le même accent que Samir Nasri. Si vous prenez Jean-Claude Gaudin, il n'avait pas le même accent que Benoît Payan aujourd'hui. Et Ariane Ascaride n'a pas le même accent que Maëva Guédam. Et pourtant, tout ça, ce sont des Marseillais avec des accents marseillais. C'est ça la pluriphonie. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille sur les accents? Eh bien, pour essayer de comprendre comment les gens se débrouillent avec cette variation, comment ils font varier leur propre prononciation en s'adaptant ou pas aux autres, comment, en fonction de ça, on change la langue, on fait apparaître de nouveaux sons. Le tia à Marseille, maintenant, c'est très fréquent. Et puis, on s'intéresse aussi, et surtout, j'allais dire, à la façon dont ces variations de la parole, ces variations des accents, constituent des enjeux sociaux, c'est-à-dire que ça peut faire identité, ça peut faire communautaire, je me sens de tel ou tel endroit parce que j'ai l'accent, je parle comme tel groupe, mais aussi parfois je peux me sentir exclu parce que les accents sont dans une forme de hiérarchie avec de la discrimination. On l'a vu, des accents qui sont plus nobles que d'autres, plus rigolos que d'autres, plus sérieux que d'autres et parfois moins aimés que d'autres. Comme l'a dit le poète québécois Plume Latraverse, l'accent, c'est pas dans la gorge des uns, c'est dans l'oreille des autres. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 7e édition des Neurostories. Je suis ravie de vous accueillir ici ce soir ou bien chez vous, derrière vos écrans d'ordinateur. Vous l'avez compris, ce soir on a parlé cerveau et communication et 5 chercheurs d'exception sont venus partager avec vous leurs recherches passionnantes. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, mais ne partez pas tout de suite, vous allez pouvoir poser vos questions à nos orateurs. En attendant, je vous demande de faire un énorme boucan pour Médéric Gasquet-Cyrus, Réjeanne Rua, Benjamin Mathieu, Claire Capdebon et Pascal Belin.
On va commencer les questions. Et allumer la salle, s'il vous plaît. Donc vous avez des personnes avec des micros, donc n'hésitez pas à lever la main. Il faut se lancer, c'est toujours le premier qui est compliqué. Caroline, au fond, là. Ah, ok. Allez-y, monsieur. Merci. Bonsoir. J'ai une question par rapport à l'imagerie cérébrale. Je voulais savoir comment vous faites pour isoler les zones du cerveau. Pardon. Oui, bonjour. Donc, je voulais savoir justement, dans le cadre de l'imagerie cérébrale, par rapport justement au son, comment est-ce que vous faites pour isoler certaines parties du cerveau, pour savoir que ces zones-là sont actives comparées à d'autres, parce que je suppose que le cerveau est toujours en activité. Comment vous faites pour justement savoir voilà, que cette activité-là est plus intense que l'autre comment on enlève le bruit de fond? Ouais, très bonne question. En effet, on ne peut pas juste mesurer une seule image et puis dire voilà, voilà ce qui se passe, voilà quelle zone est activée. Le cerveau est toujours actif, mais dans certains cas, il y a certaines zones qui sont plus actives que d'autres. Donc on prend toujours deux conditions, ou plusieurs conditions qu'on va comparer entre elles, et on va pouvoir dire, dans cette condition, il y a plus d'activité dans cette région que dans telle autre. Et inversement. Donc, on peut aussi avoir moins d'activité que dans... Donc on est toujours en train de comparer deux conditions. Et par exemple, dans le cas de la voix, on voit qu'il y a certaines régions qui répondent davantage au son de voix qu'au son de non-voix, mais ça ne veut pas dire que les autres régions sont inactives. En fait, elles sont toutes aussi actives, simplement il y en a certaines qui répondent un peu plus à la voix. Désolé. Donc c'est impossible d'avoir des intensités similaires à ce qu'on pourrait s'attendre dans d'autres parties du cerveau? Des genres d'informations qui brouillent un peu ce que vous attendez? Alors oui, c'est une technique très très bruitée, ce qu'on appelle bruitée, c'est-à-dire que le signal qu'on mesure est très très faible. On mesure des minuscules pourcentages de variation du taux d'oxygénation. Et donc pour ça, pour être sûr de faire une mesure adéquate, il faut mesurer beaucoup. Donc les sujets restent assez longtemps dans le scanner et puis on accumule des conditions et des conditions de manière ensuite, à la fin, à pouvoir faire une différence qui va mettre en évidence, de manière robuste et statistiquement significative, en évidence l'activité de certaines régions par rapport à d'autres. Merci beaucoup. Il y a une question au fond. Il doit y avoir un petit bouton à allumer. Est-ce qu'on fait une autre question en attendant du coup de régler le problème du... Allez-y. Oui, alors j'ai bien compris que... Enfin, j'ai bien compris, si je puis dire. J'ai entendu ce que vous avez dit concernant justement la perception de la voix. Et je me pose une question souvent quand je travaillais, même encore maintenant, avec ma femme notamment. Quand je m'exprime, elle perçoit des sons que je ne pense pas avoir émis. C'est-à-dire, éventuellement... Non, mais ce que je veux dire... Je connais un bon psychiatre. Non, je parle de l'intonation. Autant quand on écoute quelqu'un, on voit son intonation, s'il est en colère, s'il rigole, s'il s'amuse, s'il plaisante. Mais comment est maîtriser notre émission, je veux dire, comment on sait qu'on va effectivement parler avec gentillesse ou sévèrement ou plus... voilà. Souvent, dans les couples, ça arrive. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais je t'ai pas parlé comme ça. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Est-ce que votre femme est là? Je suis assez courageuse. Effectivement, la voix est tellement complexe, comme l'expliquait Médéric, il y a tout un appareil énorme, avec énormément de muscles, de structures, de cartilages différents à contrôler. Et bien qu'on ait un cerveau bien développé pour faire ça, et qu'on fait ça depuis le jour de notre naissance,
c'est pas facile de maîtriser parfaitement ce qu'on produit, et c'est pas facile aussi de se mettre à la place de l'autre qui entend ce qu'on dit. En particulier parce que on n'entend jamais sa voix comme nous on la produit. C'est pour ça que quand vous entendez votre voix sur un enregistrement, vous la trouvez tellement bizarre. Votre femme n'entend pas votre voix comme vous l'entendez. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, c'est parce que quand on parle, on entend évidemment le son de notre voix par l'oreille, comme votre femme le fait, mais aussi par les vibrations que notre corde vocale font émettre à travers les os du crâne. Et donc ça modifie notre son. Donc finalement, quand on produit une voix, on n'est pas vraiment sûr de comment est-ce qu'elle va être perçue. Après, ça dépend également de la relation entre... Au fond, est-ce qu'on a récupéré... Est-ce que oui, ça marche? Oui, ça marche. Bonsoir. Allez-y. Du coup, je suis là. D'abord, merci à vous 5 pour cette superbe édition des Neurostories. C'est toujours aussi chouette. J'avais une question pour Benjamin Mathieu. Je me demandais, au niveau de... Donc, vous mentionnez la plasticité le phénomène de plasticité qui s'opère et le cortex visuel est récupéré, entre guillemets, par la perception tactile. Est-ce que c'est davantage chez des personnes nées aveugles ou qui deviennent aveugles, ou il n'y a aucune différence? En fait, la beauté du cerveau, c'est que ce phénomène de neuroplasticité agit tout au long de la vie et agit également sur des personnes saines. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a fait apprendre du braille à des personnes totalement voyantes sur plusieurs semaines. Donc initialement, on teste l'activité corticale. On observe que quand ils touchent du braille, il n'y a que le cortex somatosensoriel qui s'active. Au bout de plusieurs semaines d'apprentissage du braille, les yeux bandés, en fait, il y a cette neuroplasticité qui est visible sur les enregistrements EEG. C'est-à-dire qu'il y a aussi le cortex visuel qui va s'activer lorsqu'ils lisent du braille. Donc ce phénomène est disponible à tout moment de la vie et chez tout le monde. Ok, merci. Élodie, on ne prendrait pas une question à distance? Du coup, on a une question aussi dans le chat On ne t'entend pas. C'est bon, on m'entend, parfait. Une question pour Réjeanne Rua. On voudrait savoir, peut-être qu'on ne le sait pas encore, mais comment est-ce que concrètement les macrophages dont tu nous as parlé vont réussir à communiquer avec les neurones? C'est le travail de mes étudiants en thèse. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. On a plusieurs pistes de plusieurs molécules qui sont sécrétées, synthétisées par ces macrophages et qui traversent les enveloppes pour arriver jusqu'au cerveau et jusqu'aux neurones. Donc on a quelques molécules pistes et puis on verra dans les mois qui viennent si c'est les bonnes hypothèses. Merci. Il y a une autre question au fond de la salle. En haut aussi. Bonjour. Je me demandais pour la voix, est-ce que ça pourrait pas marcher avec les chauves-souris? C'est une très bonne question parce que, effectivement, les chauves-souris, c'est aussi des animaux, donc ce n'est pas des primates, mais c'est des mammifères, mais qui vivent en groupes sociaux, qui élèvent leurs enfants en s'entraidant mutuellement, qui communiquent énormément. On a souvent tendance à penser aux chauves-souris qui font l'écholocation, donc qui envoient ces sons un peu comme les dauphins pour se repérer dans l'espace, mais elles se parlent entre elles aussi. Et justement, je travaille avec des chercheurs qui commencent à se poser les questions de est-ce que les chauves-souris ont aussi des aires de la voix? Et ça serait vraiment pas étonnant, puisqu'elles utilisent leur voix pour communiquer au jour le jour. Donc peut-être que l'année prochaine, on aura un spécialiste des chauves-souris ici. Batman. Il y a une question en haut. Vous m'entendez? Oui. C'est peut-être une chose qui n'a rien à voir, mais lorsqu'on se souvient des paroles d'une personne, est-ce que ces zones dont vous parlez sont également stimulées, activées, ou c'est encore différent? Je pense que c'est encore pour toi, Pascal. Vous pouvez répéter la question, pardon? Lorsqu'on se souvient des paroles d'une personne, est-ce que ce sont ces mêmes aires qui sont activées lorsqu'on entend par exemple sa voix dans notre tête sans qu'elle soit parlée directement? En effet, très probablement, et même pas forcément la parole, mais même une chanson, ou même quand vous connaissez bien quelqu'un,
vous allez le reconnaître simplement quand il tousse ou quand elle tousse. Et ça, effectivement, on est capable de s'en rappeler et très probablement en activant les mêmes zones qui sont activées quand on analyse l'identité de cette personne. D'accord, merci. Et encore une fois, c'est des choses qui sont indépendantes de la parole, puisque c'est des choses c'est une faculté qu'on partage avec énormément d'autres animaux qui ne parlent pas. Merci. Moi, Dans le chat j'ai une question. Médéric, c'est pour toi. Alors, c'est très vague comme question, mais du coup, dans toute ta recherche sur l'accent, quel est le résultat le plus surprenant que tu aies pu obtenir ? C'est justement cette hybridité, c'est-à-dire que des personnes que l'on associe à un accent très prototypique vont en fait parfois produire des sons alors qu'ils sont un peu cachés parce qu'on voit que le stéréotype mais qui correspondent à d'autres choses. Alors, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que une seule syllabe, ce qui est prononcé, c'est une série de traits qui sont plus ou moins aperçus. Et donc voilà, je dirais c'est l'atypicité en fait ces dernières années qui nous intéresse, non pas les prototypes. C'est pas très spectaculaire mais. Merci. Ouais. Pour l'apprentissage de la langue, aussi bien que pour l'accent, vous n'avez pas parlé de mimétisme. Est-ce que c'est quelque chose d'erroné dans ma tête et si le mimétisme existe, comment ça se passe dans le cerveau ? Est-ce que ça se passe avec la mémoire ou comment ça se passe ? Donc oui, il y a des phénomènes de mimétisme, par exemple pour les accents. Souvent, vous savez que pour certaines personnes, en 2-3 jours quelque part, on va prendre un bout d'accent corse, un trait d'accent marseillais, etc. Donc on appelle ça la convergence ou l'accommodation. Il y a une théorie complète, la théorie de l'accommodation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va d'abord, peut-être même par imitation au départ, prendre un petit trait. Par exemple, des gens qui vont dire « Ah, comme vous dites à Marseille, tarpeigne, tarpeigne ». Donc les gens vont un peu le forcer, puis au bout d'un moment, ça va rentrer dans leur système naturel, normal, quotidien. Donc ça va être effectivement une part d'imitation plus ou moins contrôlée, plus ou moins consciente, et à un moment donné, ça va donner finalement l'acquisition, parce qu'on est dans des processus d'acquisition aussi, d'un autre trait, de notre système parfois aussi. Soit qu'on admire quelqu'un qui est très connu, par exemple des jeunes vont inconsciemment ou pas parler comme Jules ou comme telle personne, parce que finalement ce sont des modèles. À toi. Et même ce mimétisme peut se passer dans l'espace d'une conversation. Si on parle avec quelqu'un qui a un autre accent, on va avoir tendance peut-être à imiter son accent ou à parler un peu plus avec le même accent qu'elle. Et pour répondre à votre question sur le mécanisme cérébraux, on peut penser à la notion de neurones miroirs, qui sont des neurones qui sont actifs à la fois quand on fait une action, mais aussi quand on observe quelqu'un d'autre faire cette action, et donc qui jouent un rôle très important dans cette boucle de communication qu'on a avec les autres personnes. Et Claire, est-ce que ça existe chez les bébés ? Alors effectivement, il y a des mécanismes de mimétisme qui sont impliqués dans tout ce qui est production. Alors après, de savoir ce qui se passe vraiment dans le cerveau des bébés et s'ils ont déjà des neurones miroirs, je n'en sais rien, mais voilà. C'est un phénomène en tout cas qui existe. C'est pas ce que j'étudie, c'est plus au niveau de la production. Voilà. Bon, du coup, le temps avance. Je pense qu'on a le temps encore pour 2 petites questions. On a devant. Vas-y. On prend au fond. Et on fera 3 questions, ça va. Faut être rapide du coup. Bonsoir et encore merci pour ces superbes présentations. Je n'aurais pas voulu finir la soirée sans savoir combien il y a d'accents marseillais. Et ce qui m'inspire, si je peux me permettre d'autres questions, j'aurais voulu savoir si vous pensez qu'il y a X catégories, ou plutôt un continuum. Et du coup, je pose la question, est-ce qu'on pense qu'il y a différentes catégories ? On sait combien de catégories de macrophages, combien de catégories de déficients visuels, combien de catégories de bébés ou combien de catégories de personnes qui perçoivent la voix ? Bravo. C'est un package en fait. Alors moi, je ne vais pas vous faire de réponse catégorique, mais effectivement, dans les premières enquêtes que j'ai faites au début des années 2000, on demandait aux gens, d'après vous, combien d'accents marseillais vous percevez. Il y en a 3 qui ressortent, c'est-à-dire, on va dire, l'accent dit populaire, authentique, des vrais Marseillais, qui correspond à ce prototype, pêcheur, poissonnière, pagnol, etc. Le deuxième, c'est l'accent de la bourgeoisie, qui à Marseille est bien identifié. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'accent des quartiers nord, etc. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était des clichés, des prototypes, des polarités. Et on a un continuum avec tout ça. Et pour faire très vite, ce qui m'intéresse, c'est comment ça change, comment ça bouge. Les travaux qu'on fait actuellement, justement, sur le mimétisme, sur l'intégration sociale, etc., c'est, on le sait, il y en a parmi vous peut-être des gens qui, ce qu'on appelle les néo-marseillais, qui viennent d'arriver là depuis 2-3 ans, etc. Ces personnes qui ont à la fois des variétés qui peuvent être des variétés standards, qui viennent de Paris, de Rennes, de Lyon, etc.,
ou qui s'adaptent parfois, qui prennent 2-3 traits marseillais, sont peut-être en train de fabriquer un autre pôle, un accent un peu hybride, qui fait partie de l'écosystème maintenant. Donc il y a pour l'instant 3 catégories et demie, mais ce sont des gros clichés, des gros clichés. Madame, devant du coup. Ah, pardon. Le macrophage. Macrophage, pardon. On répond tous, on y va tous. Hop. Je vais sortir. Encore un quart d'heure. Non, donc du coup, les macrophages, il y en a autant qu'il y a de tissus. Donc un macrophage de la peau, ça va être différent d'un macrophage du cerveau, qui va être différent. Donc chaque macrophage du tissu est différent. Et en fait, c'est parce qu'il s'adapte à son tissu. Et en mangeant ce qu'il y a autour de lui, ça lui donne son identité. Donc en fait, il y a autant de macrophages qu'il y a de tissus dans le corps. Il y a combien de tissus? Non, je rigole. Allô. Oui, alors moi, je vais faire une réponse assez simple aussi. Il y a autant de déficients visuels que de catégories. Après, on a, pour des critères administratifs, développé des catégories, notamment basées sur l'acuité visuelle et sur le champ visuel. Mais encore une fois, chaque déficient visuel a une pathologie différente. Alors pour les bébés, si vous demandez aux parents, évidemment, chaque bébé est unique et magnifique. Et pour nous, ils sont tous, ils sont tous universellement extraordinaires. Donc, voilà. Et pour la perception de la voix, on est tous des experts en voix, donc c'est une seule catégorie, mais en fait, c'est pas vrai. On est tous différents. Il y a des gens qui sont, en moyenne, on est très bons. Mais il y a des gens qui sont très 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 bons, qui sont même parfaits, on s'appelle les super recognizers. Puis à l'autre extrême de la gaussienne, il y a des gens qui sont pas si bons que ça finalement, et même au bord de la pathologie, ça porte un nom, ça s'appelle phonagnosique, des gens qui, même sans forcément de lésion, sont incapables de reconnaître quelqu'un au téléphone, même leur enfant, ça peut être très gênant des fois, mais c'est assez rare. Du coup, madame, allez-y. C'est maintenant. Oui, finalement. C'est une question pour les bébés, sur les bébés. Je voudrais savoir un bébé qui est issu d'un couple bilingue, donc de parents de langues différentes. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que ça leur prend plus de temps? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, c'est pas du tout un handicap. Au contraire, c'est une richesse. Est-ce que ça leur prend plus de temps? Alors non, le bilinguisme n'est pas une source de retard de langage. Il faut simplement compter le nombre de mots que chaque bébé a dans chaque langue et les ajouter dans les 2 langues en termes de réception. Et donc voilà, oui, c'est une richesse. Ça prend pas forcément plus de temps et il y a des travaux qui s'intéressent qui essaient de voir si ces personnes bilingues ont des fonctions cognitives un petit peu différentes des personnes monolingues. Et il semblerait, alors les résultats ne sont pas univoques, mais il semblerait qu'effectivement, en termes de fonctions exécutives, ces personnes bilingues sont habituées à passer d'une tâche à l'autre, d'une langue à l'autre, et donc ils auraient plus de facilité à passer d'une tâche à l'autre. Gabrielle, on te laisse la question de la fin. Merci, j'en profite puisque j'ai le micro pour vous féliciter. C'était une super édition, je me suis régalée. Une question pour Médéric. Est-ce que vous avez étudié le pourquoi il y a des accents si différents entre les régions? Pourquoi c'est si différent entre les... Alors, première... Pourquoi... Ça, on sait, c'est par mimétisme, enfin j'imagine, que quand on est bébé, on reproduit l'accent de sa nounou, de ses parents, etc. Donc pourquoi c'est dans une région, ça je comprends, mais pourquoi c'est si différent à quelques centaines de kilomètres près? Alors, l'une des origines des accents, ce sont les langues qui sont parlées en dessous. C'est-à-dire que, par exemple, l'accent marseillais, l'accent provençal, viennent du provençal, de la langue provençale qui était parlée. Alors, au départ, c'est quand au 19e siècle, les gens à Marseille étaient bilingues, justement, ils parlaient à la fois provençal et marseillais. Quand ils se sont mis à parler français, ils ont gardé des traits du provençal, l'intonation, des voyelles, des mots aussi, etc. C'est comme quand en français on parle anglais, vous le savez que même nos présidents, on les reconnaît tout de suite qu'ils sont français. Hein. I am very happy to be here at the Neurostories tonight. On entend tout de suite, voilà. Parce qu'il y a une langue en dessous, le français. Bon.
Bon. Et donc les langues régionales, c'est ça aussi, l'accent alsacien, c'est parce qu'il y a une langue germanique derrière. Si vous avez le breton, ben, c'est parce qu'il y a une langue bretonne derrière. Et alors là, aujourd'hui, on n'est plus en contact vraiment avec le provençal, mais et après, c'est le mimétisme qui fait ça. Pourquoi des gens vont dire le peigne, etc. Parce que l'un l'a dit, les parents, etc. Donc après, c'est un jeu de domino. Et pour terminer, les accents, on a tendance à dire ben, ça va disparaître, ça s'efface, il n'y en a plus, etc. Alors oui, il y a du nivellement, il y a la standardisation, mais il y a toujours dans la parole, dans le langage, le besoin de créer des groupes d'identification. Donc là où ça va se perdre, on va créer d'autres formes, d'autres mots ou d'autres accents qui vont permettre de faire groupe par rapport à un autre. Merci. On va arrêter les questions. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle. On va devoir clôturer cette 7e édition des Neurostories. Juste avant de passer aux remerciements, j'en ai énormément. Donc, vous avez distribué une petite enquête sur la médiation scientifique. Donc si vous avez un petit peu de temps, soit via votre téléphone, soit via le questionnaire qui vous a été distribué, de remplir ce questionnaire. C'est aussi des études sur la sociologie qui sont menées par des collègues à nous. Donc voilà, ça fera avancer les choses pour eux. Je vais donc clôturer cette session avec les remerciements. Déjà, un grand merci aux 5 orateurs. Merci de les applaudir. Médéric Gasquet, Sirius, Benjamin Mathieu, Réjeanne Rua, Pascal Belin et Claire Capdebon. Ils ont l'habitude de faire des conférences à travers le monde, d'expliquer leurs recherches à d'autres scientifiques, mais l'exercice qu'ils ont réalisé ce soir, c'est pas commun. Merci d'avoir joué le jeu, c'était magnifique, c'était une super édition, donc voilà, un grand merci. Je vais rappeler Élodie, si elle est disponible. Élodie nous fait les interludes, c'est une oratrice des Neurostories, mais je crois qu'elle s'est fait... elle a été piquée et elle revient régulièrement, donc merci beaucoup, c'était génial. Forcément, c'est pas juste les personnes que vous avez vues sur scène. Derrière les Neurostories, il y a énormément de personnes donc qui sont à la coordination. S'ils veulent monter sur scène, je vais les inviter. Je ne vais pas les citer, parce qu'il y a quelques noms là-haut. Je vais en oublier, mais voilà, Rémi qui est au fond de la salle, Isabelle, Sandrine, Caroline qui ont passé les micros. Voilà, il y a énormément de personnes. C'est souvent des chercheurs qui sont bénévoles, donc, mais qui croient en aussi leur fonction de vulgarisation et de médiation. Donc merci à eux. Après, je vais en oublier. Merci à Fanny, du coup. Couper le micro. Merci à Fanny, du coup, qui a quand même coordonné toute l'organisation de cet événement, et c'est quand même pas une tâche facile, donc merci Fanny. Il y a une personne que je vais demander vraiment de venir sur scène, c'est l'artisan des Neurostories. Pour moi, sans lui, ça n'existerait pas. Ça ne serait pas la qualité que vous avez ici. Un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Chabrol, un fidèle. Et c'est mes derniers mots, une pensée pour toutes les personnes qui ont gravité autour des Neurostories, qui sont plus là, et 2 en particulier, Sylvie Thirion et Gabrielle Gallon, qui est présente. Vous avez tout construit, on surfe sur la vague. Merci de nous avoir transmis le flambeau, et faites-nous confiance, on va en prendre cher et nous faire des super saisons pour le futur. Merci au public, que ce soit sur place ou en présentiel. On revient l'année prochaine avec encore plus de spectacles. Merci beaucoup et bonne soirée.